Bienvenue sur DCA Watch. Je souhaite avoir une vision synthétique de la santé de mon portefeuille d'actions sans me perdre dans les innombrables ratios financiers. Quels indicateurs vont me permettre d'évaluer de manière simple si l'entreprise dans laquelle je souhaite investir a de bons fondamentaux, quelle que soit d'ailleurs la performance de son cours de bourse? C'est la deuxième partie du tuto sur les ratios financiers. Après avoir évalué la capacité d'une entreprise à générer des bénéfices et comment elle les répartit entre le paiement du dividende et ses investissements, aujourd'hui nous évaluerons ce qui peut affecter ces bénéfices et donc le cours de l'action et son dividende, c'est-à-dire la dette et la croissance économique. Pour l'exemple, on prendra le portefeuille PEA. Je rappelle qu'il est composé de 11 actions, ce sont de grandes entreprises leaders en Europe dans des secteurs d'activité différents, que je répartis en valeurs défensives, valeurs de rendement et valeurs de croissance. Je vous mets en description les liens pour accéder à plusieurs sites d'information boursières et financières et j'utilise dans ce tuto les données fournies par Zone Bourse. Mon but est de ne pas me perdre dans tous ces chiffres et d'en tirer une vision macro. C'est donc volontairement que je n'entrerai pas dans tous les détails. Par exemple, je ne parlerai pas des capitaux propres, ni du return on equity, ni du besoin en fonds de roulement ou de la masse salariale. Je considère que ce sont de grandes entreprises connues et déjà bien installées. Par contre, il faut bien sûr faire une étude beaucoup plus détaillée quand on investit par exemple via le crowdfunding dans une PME totalement inconnue. Dans la première partie, nous avons calculé le taux de marge et le payout ratio. La marge et la dette sont des données constatées à fin 2022. Il est donc important de voir leur évolution. Alors que le payout ratio et la croissance future se basent sur une estimation de l'année en cours. Alors ok, l'entreprise est capable de générer des bénéfices dans la durée et donc de verser des dividendes. Mais est-ce que cette même entreprise est lourdement endettée, ce qui pourrait diminuer sa capacité à générer des profits? Est-ce qu'elle est capable de rembourser ses créanciers? Et en tant qu'investisseur, est-elle capable de payer un dividende après le paiement du capital et des intérêts de sa dette? Pour évaluer l'importance de sa dette, on la compare avec l'EBITDA, qui est l'équivalent de l'excédent brut d'exploitation en français, c'est-à-dire le résultat d'exploitation de l'entreprise généré par son activité normale, sans les retraitements comptables des amortissements d'immobilisation, ni l'intégration du résultat financier ou du résultat exceptionnel. On peut donc dire que ce ratio nous indique le nombre d'années d'exploitation normale de l'entreprise pour rembourser sa dette. Après déduction de toutes les charges d'exploitation, c'est-à-dire tous les frais, les achats de marchandises et le paiement des salaires. Je lui attribue ensuite un code couleur. Du bleu pour un ratio inférieur à 2 ans, car on a une bonne visibilité sur la dette, et c'est le cas pour la majorité de ce portefeuille PEA. Du blanc quand le ratio est supérieur ou égal à 2, la dette commence à être importante mais elle reste maîtrisée, comme par exemple Orange et Veolia qui ont besoin de lever beaucoup de capitaux mais peuvent s'appuyer sur la récurrence de leurs revenus. Par contre, j'affiche en orange un ratio supérieur à 3. Là, il faut faire attention, c'est à surveiller, il ne faudrait pas que ça dérape. C'est le cas pour AXA qui a besoin de plus de 3 ans d'activité normale pour rembourser sa dette. Après, c'est peut-être temporaire, la dette sert aussi à financer des projets et à investir dans le développement de l'entreprise. Il faut donc vérifier l'évolution de ce ratio. Par exemple, pour AXA, selon Zone Bourse, après une forte hausse de la dette en 2022, elle devrait se résorber dès cette année. Pour être tout à fait juste, pour AXA, l'EBITDA n'est pas affiché. J'utilise donc l'EBIT qui est l'indicateur le plus proche. Mais ce qui est important, c'est l'ordre de grandeur, et c'est toujours plus compliqué pour les financières. Il faut également souligner que le site Zone Bourse affiche la dette nette de l'entreprise, c'est-à-dire les dettes financières moins la trésorerie disponible et les placements liquides. Et pour terminer sur la dette, il ne faut pas oublier qu'elle impacte chaque année le résultat par le paiement des intérêts, et qu'elle impacte aussi le cash disponible de l'entreprise quand il faut rembourser le capital à l'échéance, ce qui peut diminuer d'autant le paiement du dividende. Mais la pire des choses, c'est quand l'endettement sert à payer le dividende, et cela se voit quand le payout ratio est supérieur à 100%. Les bénéfices ne sont plus suffisants pour payer les actionnaires. Passons maintenant au quatrième indicateur, la croissance estimée. Est-ce que l'entreprise a des perspectives de croissance? Est-ce que le cours de l'action peut s'apprécier? Est-ce qu'elle est capable de payer le même dividende l'an prochain? Il existe plusieurs moyens d'estimer cette croissance future. On pourrait prendre le BNA, estimé pour la fin de l'année, et le comparer avec le bénéfice net par action de 2022. Mais cela inclut les charges ou produits exceptionnels. Il faudrait alors prendre l'EBITDA estimé pour comparer avec les données de l'exploitation réelle, mais ce n'est pas une donnée forcément et facilement disponible. Prenons alors le chiffre d'affaires qui est le premier chiffre publié et en plus tous les trimestres pour les grandes entreprises.
C'est le plus simple et a priori, si le chiffre d'affaires augmente, les bénéfices augmenteront aussi. Et cela permet également de ne pas dépendre entre guillemets de la tambouille interne de chaque entreprise pour générer un profit. Je lui attribue également un code couleur. Du bleu quand la croissance prévisionnelle est supérieure ou égale à 8%, c'est le cas pour LVMH. Du blanc quand elle est inférieure à 8%, les perspectives de croissance cette année sont très moyennes, et c'est le cas par exemple pour Vinci et Sanofi. Et je l'affiche en orange quand elle est inférieure à 3%. Cela indique soit une croissance négative, soit une croissance faible qui peut facilement devenir négative du fait d'une crise économique ou politique. On voit que Total prévoit une baisse de presque 20%, ce qui peut expliquer en partie la médiocre performance du cours de l'action. Il faut tenir compte de l'inflation liée au pétrole et du contexte géopolitique. Enfin, il faut comparer ce chiffre avec la croissance de l'année précédente, c'est-à-dire l'évolution du chiffre d'affaires entre 2021 et 2022. Le delta de croissance permet de voir qu'on a un ralentissement ou au moins une stagnation dans tous les secteurs de l'économie. Il faudra voir l'impact sur le cours et sur le dividende futur. Donc, pour conclure, j'utilise ces 4 indicateurs qui me permettent de suivre très simplement une entreprise avec une vision très macro. Premièrement, est-ce qu'elle est capable de générer des profits? Je regarde alors la marge nette et son évolution. Et le payout ratio me renseigne sur la part de ses bénéfices alloués au paiement du dividende. Et deuxièmement, qu'est-ce qui est susceptible de diminuer ses bénéfices? Je regarde alors la capacité à rembourser sa dette et la croissance estimée du chiffre d'affaires. Bien sûr, on peut faire une étude beaucoup plus détaillée, mais je veux tout regrouper dans un tableau synthétique. Et l'important est de s'assurer de la pérennité de l'entreprise pour un investissement à long terme qui distribue régulièrement un dividende. Une question alors se pose. À partir de ces éléments, est-il possible d'évaluer le cours d'une action? Ce sera l'objet d'un prochain tuto. Dites-moi en commentaire quels indicateurs vous suivez pour vous faire une idée sur une entreprise. Et sur ce, bon investissement à tous.